Dans un village où chaque rideau dissimule une histoire, une tasse de thé peut contenir plus qu'un simple arôme. Miss Marple, entre deux mailles de tricot, observe les silences, devine les vérités brodées à l'envers. Car parfois la vengeance patiente secoue en pointe invisible et finit par éclater au grand jour. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Le village de Weatherly, enveloppé d'un léger voile de brume matinale, semblait retenir son souffle dans cette heure grise précédant le tumulte des départs. La petite gare, aux boiseries peintes de vert pâle, dormait encore à moitié, bercée par le tic-tac régulier de l'horloge fixée au-dessus du guichet. Quelques oiseaux chantaient timidement dans les haies de chèvrefeuilles longeant les voies. Miss Marple, emmitouflée dans son manteau bleu marine et munie de son fidèle sac à tricot, descendit calmement du fiacre qui l'avait conduite depuis St. Mary Mead. Elle devait rendre visite à son amie d'enfance, Miss Witherby, convalescente après une mauvaise grippe. Mais comme elle était arrivée plus tôt que prévu, elle décida de s'asseoir un moment sur le banc de bois patiné du quai numéro 2. Il y avait quelque chose de plaisant à observer l'activité d'une gare de village, pensa-t-elle, surtout lorsqu'on n'était pas pressé de prendre un train soi-même. À cette heure, tout semblait encore paisible, ordonné, comme si le monde n'avait pas encore décidé quel secret il allait révéler aujourd'hui. Et pourtant, Miss Marple, d'instinct, ressentait une tension diffuse dans l'air, une vibration dissonante sous la routine apparente. Assises à l'autre extrémité du quai, juste sous l'horloge murale, 3 femmes attendaient, chacune plongée dans ses pensées. Elles ne se parlaient pas, mais il y avait entre elles une proximité étrange, comme si un lien invisible les retenait ensemble, ou les empêchait de s'éloigner. La première, une femme d'âge mûr, portait un chapeau en feutre noir et un manteau strict aux revers impeccables. Elle tenait un sac à main contre elle avec une fermeté presque excessive. La deuxième, plus jeune, semblait nerveuse, triturant un mouchoir brodé entre ses doigts gantés. Quant à la troisième, haute et osseuse, elle arborait une écharpe indienne d'un rouge vif, incongrue dans ce décor anglais, et jetait des regards méprisants autour d'elle. Miss Marple les observa un instant. Il n'y avait entre elles ni bavardage, ni sourire. Seulement ce silence compact, tendu, dans lequel chaque minute semblait peser davantage. Les aiguilles de l'horloge ne bougeaient presque pas, ou du moins, c'est l'impression que cela donnait. Ce silence n'était pas celui de l'attente ordinaire, c'était celui d'un moment suspendu. Voulait pas dire, ou faire. Installée avec une fausse distraction dans un coin du banc, Miss Marple tricotait lentement un châle pour sa nièce, mais ses yeux gris, vifs et attentifs, ne perdaient aucun détail. Elle avait appris depuis longtemps que les comportements les plus révélateurs sont souvent ceux qu'on tente de masquer. La dame au chapeau noir regardait sans cesse sa montre, pas ostensiblement, mais avec cette insistance nerveuse de ceux qui espèrent ou redoutent une arrivée. La jeune femme aux yeux baissés semblait absente, mais son genou tremblait par à-coups. Quant à la grande femme à l'écharpe rouge, elle observait les rails, non pas comme on regarde un paysage, mais comme si elle calculait quelque chose. Miss Marple nota aussi les gants de cuir souples de la première, légèrement pusés à l'intérieur, comme si elle avait serré quelque chose trop fort. Un petit bouton manquait au poignet de l'écharpe de la troisième. Et la seconde portait une broche représentant un oiseau en cage, un détail curieux pour une institutrice de village, songea-t-elle. Ces petits signes n'étaient rien, pris séparément. Mais, ensemble, ils racontaient une autre histoire que celle d'une simple attente matinale. Un chuchotement, à peine audible, parvint jusqu'à Miss Marple, porté par un souffle de vent passant entre les piliers de la gare. La jeune femme s'était légèrement tournée vers la dame en noir et avait murmuré, d'une voix étranglée. « Tu es sûr qu'il viendra? Ce genre de rendez-vous, on ne peut pas se permettre d'être vu. » La réponse, murmurée encore plus bas, se perdit dans un coup de sifflet au loin, mais le mot « discrétion » parvint néanmoins jusqu'à l'oreille attentive de Miss Marple. Le visage de la dame en noir ne trahit rien, sinon une froide détermination. L'autre, au contraire, semblait sur le point de céder à une panique contenue. Quant à la grande femme à l'écharpe,
Elle détourna brusquement les yeux, comme si la conversation ne la concernait pas. Ou justement parce qu'elle la concernait trop. Miss Marple baissa les yeux sur son tricot, mais son esprit tournait déjà, comparant ses bribes à d'autres souvenirs. Un rendez-vous qui ne devait pas se voir. Ce n'était pas une simple histoire de cœur, comprit-elle. C'était quelque chose de plus sombre. Le crissement d'un taxi sur le gravier fit se tourner plusieurs têtes. La voiture noire s'arrêta devant la barrière, et un homme en descendit, grand, mince, élégamment vêtu d'un pardessus gris clair. Il portait un chapeau à bord large et un attaché-casse de cuir sombre. Son visage était à moitié caché par ses lunettes fumées, mais son allure respirait l'assurance. Dès qu'il posa le pied sur le quai, la jeune femme sur le banc se raidit. Son mouchoir tomba à terre, et elle ne le ramassa pas. Son teint pâlit visiblement, et ses lèvres remuèrent sans qu'aucun son n'en sorte. La dame en noir, elle, détourna légèrement la tête, mais son regard resta fixé sur lui, furtivement, par éclair. La grande femme, en revanche, se leva lentement, comme si elle s'apprêtait à partir, ou à intervenir. Miss Marple sentit en elle une tension familière, celle qui précède une révélation. Cet homme n'était pas attendu de tous, mais il l'était de l'une, peut-être des trois. Et ce n'était pas une simple coïncidence. Le grondement sourd du train s'annonça d'abord comme un murmure lointain, puis devint un souffle puissant, chargé de vapeur et d'odeur de charbon. Les 10h45 entraient en gare, noyant le quai dans une épaisse buée blanche. Les silhouettes se floutèrent. Les bruits devinrent assourdis. Miss Marple, immobile, remarqua encore une chose. Un regard échangé furtivement entre la dame en noir et la grande femme. Pas de mots, juste un hochement infime, mais lourd de sens. Quelque chose venait de se décider. Dans la vapeur, l'homme au chapeau gris monta dans une voiture de première classe. La jeune femme resta figée sur son banc, sans bouger. Et la troisième dame, la grande Honoria, s'effaça dans la brume, comme un personnage quittant discrètement la scène. Lorsque le train redémarra lentement, laissant derrière lui un silence encore plus pesant qu'avant, Miss Marple reprit son tricot. Mais son esprit, lui, venait de monter à bord du mystère. Le train de 10h45, dans un halètement régulier, se mit en mouvement avec cette lenteur cérémonieuse propre au départ de province. Les roues grinçantes s'ébranlèrent, puis accélérèrent. Et bientôt les wagons disparurent dans le brouillard diffus du matin, ne laissant derrière eux qu'un panache de vapeur et quelques papiers agités par le vent. Miss Marple, toujours assise sur son banc, leva les yeux de son tricot pour suivre un instant la trajectoire du convoi. Quelque chose dans cette scène ne lui semblait pas tout à fait en ordre. Elle s'était attendue à ce que les trois femmes montent à bord, ou au moins qu'elles se dispersent après le départ. Mais à présent, le quai était vide, tout à fait vide. Pas de pas pressés, pas de revoir ni de gestes agités. Les silhouettes féminines avaient disparu. Ce genre de disparition n'était jamais anodin dans un lieu aussi contenu qu'une gare de village. Le mystère, semblait-il, venait de s'engager à bord, ou peut-être, il venait de s'enraciner, ici même. Quelques minutes après le départ du train, le chef de gare, un homme trapu au front perpétuellement luisant, sortit de son bureau avec une pile de papiers à la main. En inspectant distraitement le quai, son regard s'arrêta net sur un objet insolite, une valise, posée contre le banc de pierre situé sous l'horloge. Il s'en approcha avec hésitation. La valise était en cuir brun, légèrement éraflée, et n'avait ni étiquette ni initiales apparentes. Il la souleva. Elle était plus légère qu'elle n'en avait l'air, mais le contenu s'y mouvait avec un froissement de tissu. Il chercha du regard un voyageur distrait ou un agent disponible, mais ne vit que Miss Marple, dont l'attention semblait concentrée sur son ouvrage. Après un instant de réflexion, il appela le jeune agent de quai, Wilkins, et lui fit signe d'approcher. Une valise oubliée sur un quai n'était pas rare, mais celle-ci, songea-t-il, avait quelque chose d'étrangement silencieux, comme si elle voulait passer inaperçue. Wilkins, un garçon timide à l'allure gauche, accourut d'un pas incertain. Lorsqu'il aperçut la valise, il blêmit légèrement. Miss Marple, sans bouger, observait la scène par petites touches, comme si elle prenait mentalement note de chaque détail. « Vous croyez que c'est dangereux, monsieur Pritchard ?» murmura Wilkins en jetant un coup d'œil craintif à l'objet. « Ce n'est qu'une valise,
rétorqua le chef de gare, un peu agacé. Elle a dû être oubliée, ou bien déposée. Ce dernier mot avait été prononcé plus bas. Miss Marple, qui ne perdait jamais une syllabe utile, perçut dans cette hésitation une crainte à demi formulée. Wilkins, lui, ne cessait de lancer des regards autour de lui, comme s'il s'attendait à voir surgir quelqu'un à tout moment pour réclamer l'objet. Mais personne ne vint. Et dans le silence revenu, le froissement du vent contre les affiches de la gare sembla souligner l'étrangeté de cette valise muette et esselée. Le chef de gare, selon le protocole, décida qu'il était préférable d'ouvrir la valise en présence de témoins. Il appela la préposée du guichet, une femme austère nommée Mrs. Finch, ainsi que Miss Marple, poliment invitée à servir de témoin civil. « Ce n'est sûrement rien », déclara-t-il en insérant sa clé d'essai dans la serrure, « mais les règlements sont les règlements. » La valise s'ouvrit sans résistance. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvaient des vêtements féminins, une robe d'intérieur, un chemisier, des bas, un nécessaire de toilette, et au fond, une chemise de nuit. En apparence banale, cette dernière attira aussitôt l'attention. Elle portait, à hauteur du col, une large tache brunâtre, séchée, irrégulière. Le chef de gare recula d'un pas. Du sang ?» Mrs. Finch poussa un léger cri, étouffé aussitôt par le col de son cardigan. Wilkins, lui, détourna les yeux. Miss Marple, en silence, se pencha légèrement pour mieux voir. Elle ne dit rien, mais son regard s'attarda longuement sur le tissu, sur le pli des vêtements, sur un petit bouton ébréché qui pendait à peine retenu par son fil. Il ne faisait désormais plus de doute que cette valise n'avait pas été simplement oubliée. Elle avait été laissée là, volontairement, et avec un message à demi masqué. La fouille minutieuse qui suivit ne livra aucun nom, aucun document, aucune trace d'identité. Le nécessaire de toilette était commun, les vêtements sans marque distinctive. Ni portefeuille, ni lettres, ni même une adresse cousue dans les étiquettes. Une rareté, nota Miss Marple, car les femmes prudentes cousaient souvent leurs initiales dans le linge. Cependant, un objet attira son attention. Dans la poche intérieure de la robe d'intérieur, pliée avec soin, elle découvrit un mouchoir en coton blanc, ourlé à la main. Dans un coin, délicatement brodé en fil bleu pâle, figuraient 2 lettres. CM. Miss Marple observa le chef de gare qui haussa les épaules. Des initiales, oui, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Oh, cela dit plus qu'on ne croit, murmura-t-elle en repliant le mouchoir avec soin. Ces lettres, CM, avaient un air de déjà-vu. Mais dans le foisonnement de noms croisés ce matin-là, il était encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit. Elle rangea mentalement ce détail dans un recoin de sa mémoire, là où elle conservait les fils discrets du canevas qu'elle tissait lentement. La police, alertée sans tarder, promit d'envoyer un inspecteur dans l'après-midi. En attendant, le quai fut inspecté de nouveau, les alentours interrogés. Et c'est alors qu'un détail frappa les esprits. Les 3 femmes vues plus tôt, celles que Miss Marple avait observées avec tant d'attention, n'étaient plus là. Bagages retirés au guichet. Rien. Ce n'est pas possible, fit remarquer le jeune Wilkins d'un ton incertain. Elles étaient là, toutes les 3, je les ai vues. Et moi aussi, dit Miss Marple doucement. Ce qui rend leur absence d'autant plus frappante. Elle se leva alors et jeta un regard circulaire autour du quai, comme si les dames pouvaient encore surgir de derrière un pilier ou d'un compartiment oublié. Mais non, elles s'étaient évaporées, purement et simplement. Le mystère de la valise prenait une autre dimension. Ce n'était plus seulement un bagage sans nom. C'était aussi une disparition collective, silencieuse et orchestrée. Et Miss Marple, en quittant lentement le quai, savait déjà que cette affaire ne ferait que s'épaissir dans les heures à venir. La brume s'était un peu dissipée, laissant derrière elle un silence plus net, presque pesant. Après avoir remercié poliment le chef de gare pour les éclaircissements concernant la valise oubliée, Miss Marple prit le chemin du presbytère à un pas modéré, une main posée sur le fermoir de son sac à tricot, l'esprit déjà à l'œuvre. Elle n'avait rien de plus que sa curiosité, mais, comme elle aimait à le dire, il est des curiosités qui tiennent du devoir moral. Mrs. Carradine, l'une des 3 femmes qu'elle avait observées sur le quai, logeait temporairement chez le révérend Calthorpe et son épouse,
2 personnes fort respectables qu'elle connaissait de nom. Il lui semblait approprié, du moins en apparence, de s'enquérir de la santé de cette hôte discrète. Le jardin du presbytère, soigneusement entretenu, laissait échapper une odeur douce de terre humide et de pivoine fanée. Miss Marple sonna, et ce fut Madame Calthorpe en personne qui vint ouvrir, le visage tiré, les mains encore couvertes de farine. Derrière sa cordialité de façade, Miss Marple perçut aussitôt une tension qu'elle ne put s'empêcher d'associer à un malaise plus profond. Le salon, modeste et chaleureux, semblait avoir été le témoin de discussions embarrassées. Tandis qu'on lui servait un thé léger dans une porcelaine fleurie, Miss Marple aborda le sujet de Mrs. Carradine avec une légèreté étudiée. « Je l'avais vue à la gare ce matin. Elle semblait préoccupée, souffla-t-elle. Ce fut le révérend qui répondit le premier, après un regard appuyé vers sa femme. « Eh bien, c'est étrange, mais elle n'est pas rentrée, pas depuis ce matin. » Madame Calthorpe, le visage crispé, ajouta. « Nous avons supposé qu'elle avait changé de plan. Peut-être avait-elle décidé de prolonger son séjour ailleurs. Elle n'avait rien laissé paraître. » Miss Marple hocha doucement la tête, tout en retenant l'exact contraire de ce qu'elle pensait. Une dame respectable comme Madame Carradine, connue pour son organisation méticuleuse, ne disparaissait pas sans prévenir, et encore moins sans emporter ses affaires. Il y avait donc ici, non pas une négligence, mais une énigme. Et Miss Marple savait par expérience que les énigmes commencent souvent dans le silence gêné des gens bien intentionnés. Avec la politesse douce et ferme qui lui était coutumière, Miss Marple demanda si elle pouvait monter voir la chambre de la disparue, simplement pour être rassurée. Le couple du presbytère, embarrassé mais soulagé de déléguer l'inconfort, accepta. La chambre, modeste et propre, portait encore les signes d'une présence féminine soigneuse. Une brosse posée bien droite sur la coiffeuse, une robe suspendue à une patère, des chaussons alignés au pied du lit. Rien ne semblait déplacé, rien ne manquait, ou presque. Sur le petit secrétaire de bois sombre, un feuillet reposait, plié en deux, mais non scellé. L'encre y était encore fraîche, preuve qu'il avait été écrit peu de temps avant le départ. Miss Marple y jeta un coup d'œil. Il s'agissait d'une lettre à demi rédigée à une certaine Maud, dans laquelle Mrs. Carradine évoquait un sentiment croissant d'inquiétude et une décision qu'elle devait prendre avant midi. Cette lettre, jamais postée, confirma à Miss Marple ce qu'elle pressentait. La disparition n'était ni accidentelle ni improvisée. Elle était le résultat d'une tension longuement mûrie, et possiblement d'un choix final. Alors qu'elle redescendait, Miss Marple croisa un jeune constable fraîchement arrivé du poste local. Il montait pour interroger les Calthorpe, mais accepta volontiers la compagnie de Miss Marple jusqu'à la gare, où le chef de gare, M. Pritchard, était de nouveau visible. La question fut posée franchement. « Avez-vous vu M. Carradine monter dans le train de 10h45 » Le chef de gare, après une hésitation, répondit « Oui, je suis à peu près certain que c'était elle. Elle portait ce manteau noir à col fourré. Elle est montée dans la voiture de queue, juste avant que le sifflet ne retentisse. » Le constable nota l'information, mais Miss Marple, elle, s'arrêta net. Car elle savait, elle l'avait vu de ses propres yeux, que Mrs. Carradine n'avait pas bougé du banc. Elle se souvenait de son immobilité rigide, de son regard figé. La seule à s'être approchée du train, c'était la grande dame à l'écharpe rouge. Alors, qui avait vu qui? Ou plutôt, qui voulait que l'on croie avoir vu quoi? Sur le chemin du retour, Miss Marple marchait plus lentement que d'habitude. Son esprit, toujours agile, passait en revue les scènes du quai, les silences, les gestes, les absences. Elle revoyait les 3 femmes sous l'horloge, la rigide Mrs. Carradine, la nerveuse institutrice et l'imposante Honoria à l'écharpe écarlate. Elle revoyait l'homme au chapeau gris et les regards échangés. Et surtout, elle repensait à cette étrange disparition collective, qui n'était peut-être qu'une illusion soigneusement construite. La lettre inachevée, le billet aller-retour jamais utilisé, la valise abandonnée contenant une chemise de nuit tachée de sang, tout cela formait un tableau fragmentaire. Mais il y avait déjà un fil, ténu, qui traversait la toile. Et Miss Marple, dont les intuitions étaient tissées dans la patience, savait que lorsqu'un motif commence à se dessiner, il ne tarde jamais à révéler toute sa structure. Le lendemain matin,
Le soleil projetait une lumière tiède sur les murs blancs de l'école primaire de Weatherly. Le bâtiment, avec sa cloche rouillée et ses jardinières de géranium défraîchies, paraissait paisible, presque immobile. Mais pour Miss Marple, ce calme apparent n'était jamais une fin en soi. Elle s'y présenta vers 10 heures, un panier garni de confitures de groseille sous le bras. Ce genre de visite improvisée, précédée d'un compliment poli sur l'importance de l'instruction, ouvrait presque toujours les portes des maisons. Et des confidences. Mademoiselle Judith Vane, jeune institutrice brune aux manières réservées, accueillit Miss Marple avec une certaine surprise. Elle portait une robe austère mais soignée, et son regard, fuyant sans être grossier, laissait deviner une tension intérieure soigneusement contenue. « Comme c'est aimable à vous », murmura-t-elle en la faisant entrer dans la petite salle attenante à la classe. « Les enfants sont en récréation. Je vous en prie, asseyez-vous. » Miss Marple sourit doucement. Elle savait qu'il suffisait d'un rien, une tasse de thé, un mot bien placé, pour faire vaciller les vérités trop bien construites. Autour d'un thé tiède, Mademoiselle Vane raconta sa matinée à la gare avec une clarté presque suspecte. Elle était arrivée de bonne heure, pensant prendre le train pour visiter sa cousine à Bramley. Mais, dit-elle, un mal de tête subit et une hésitation sur son emploi du temps l'avaient finalement poussée à rentrer avant l'arrivée du train. « Je suis reparti vers 10h25, précisa-t-elle, le ton calme. Je n'ai donc pas vu le départ. D'ailleurs, il n'y avait rien à voir. Elle effleurait sa tasse, sans vraiment boire, et Miss Marple remarqua l'absence de tremblement dans ses mains. Tout semblait exact, peut-être trop exact. « Vous n'avez croisé personne d'étrange » demanda Miss Marple d'un ton d'innocent. Les gares ont parfois quelque chose de très révélateur. « Oh, non, » répondit Mademoiselle Vane. « Seulement 2 ou 3 passants. Je ne me suis pas attardé. » La vieille dame hocha la tête, aimablement. Mais derrière ses lunettes en fil d'argent, ses yeux affûtés percevaient dans cette version lisse l'empreinte d'une mise en scène soigneusement répétée. En quittant l'école, Miss Marple choisit de revenir au presbytère en passant par le chemin des jardins. Là, accroupi entre 2 rangées de dahlias, se trouvait M. Alfred Priddy, ancien jardinier du domaine de Caradine Hall et mémoire vivante du village. « Bonjour, Monsieur Priddy, » dit-elle avec chaleur. « Toujours aussi vaillant, à ce que je vois. » Le vieil homme, flatté, redressa son dos usé. Et comme souvent, le besoin de parler l'emporta rapidement sur la prudence. « Tenez, je vous dirais même que j'ai vu mademoiselle l'institutrice à la gare hier matin. Oui, après le départ du train, j'étais là pour porter un colis à mon neveu. Elle fixait les rails, comme si elle cherchait quelque chose. Pas bouger d'un cil, je vous jure. » Miss Marple l'écouta avec attention, son tricot momentanément oublié dans son sac. Cette information contredisait directement ce que mademoiselle Vane venait d'affirmer. « Vous en êtes certain, Alfred » demanda-t-elle doucement. « Aussi sûr que je suis debout devant vous. » Elle est restée là, toute seule. Et elle avait l'air, disons, pas dans son assiette. Ce témoignage, jeté presque par hasard, introduisait une faille dans la belle version de mademoiselle Vane. Et Miss Marple savait, par longue habitude, que les failles ne sont jamais anodines. De retour à l'école l'après-midi, Miss Marple s'arrangea pour recroiser mademoiselle Vane à la sortie des enfants. Elle évoqua la beauté du jardin et, au détour d'une phrase, glissa comme par hasard. « C'est curieux, mais Monsieur Priddy m'a dit vous avoir vu sur le quai, après le départ du train. » L'effet fut immédiat. Le visage de mademoiselle Vane se figea une fraction de seconde, avant de reprendre son expression maîtrisée. « Oh, sans doute. Oui, j'ai dû traîner un peu plus longtemps que je ne le pensais. J'étais préoccupé. Et puis j'aime bien regarder les trains partir parfois. Cela me détend. » Elle esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, puis détourna habilement la conversation vers la floraison des camélias, comme si de rien n'était. Miss Marple ne la pressa pas davantage. Elle connaissait un décalage défensif, un ajustement de mémoire qui trahissait plus qu'il ne protégeait. Et derrière cette gêne subtile, il y avait autre chose. Une peur, peut-être. Ou une vérité trop lourde pour être dite. Plus tard dans la soirée, alors que la police poursuivait discrètement son enquête sur la disparition de Mrs. Caradine, un jeune constable, nouvellement affecté à Weatherly, se présenta à l'école pour collecter quelques informations d'usage.
Avec le consentement de mademoiselle Vane, il examina ses affaires personnelles, simplement pour écarter toute suspicion. La jeune femme, visiblement agacée mais résignée, tendit son sac à main sans protester. Le constable en sortit quelques objets sans importance. Un porte-monnaie, un mouchoir, des clés. Et soudain, un petit écrin noir glissa entre ses doigts, s'ouvrant sur une bague d'or, fine, ornée d'une perle centrale. Mademoiselle Vane pâlit. « Oh, je ne savais pas qu'elle était là. Elle m'a été donnée, par une amie. Une vieille chose, sans valeur. » Mais le ton de sa voix ne trompa ni le constable, ni Miss Marple, qui se trouvait là par une étrange coïncidence, car elle avait reconnu cette bague. Miss Marple se souvenait très bien de cette bague. Elle l'avait vue de ses propres yeux, 2 jours plus tôt, scintiller faiblement sur la main droite gantée de Mrs. Carradine, alors qu'elle tricotait sur le banc, sous l'horloge de la gare. C'était une pièce discrète, mais singulière. Une perle légèrement bleutée montée sur un anneau d'or fin, cerclé de petites gravures presque invisibles. Ce genre de bijoux qu'on ne confie pas, qu'on ne prête pas, qu'on ne perd pas non plus, sauf par violence ou par trahison. Miss Marple ne dit rien sur le moment. Elle inclina simplement la tête, comme si elle acceptait l'explication bancale. Mais en son fort intérieur, le tableau s'assemblait doucement. Une disparition, une version trouée, une présence silencieuse sur le quai, et désormais, un bijou qui n'aurait jamais dû changer de main. La vérité, pensait-elle, n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle se glisse dans un éclat de perles oubliées. La pension des sœurs Featherstone, logée dans une bâtisse victorienne aux boiseries décolorées, avait ce charme légèrement fané des maisons où l'on vit plus qu'on ne visite. Les 2 sœurs, Cordelia et Mildred, tenaient l'endroit avec un mélange d'autorité bienveillante et de rituels inchangés depuis 1932. L'après-midi, le thé y était servi à 16 heures précises, dans un salon aux rideaux fleuris et aux coussins savamment rebattus. Miss Marple s'y présenta avec un bouquet de lavande séchée, sous prétexte d'agrémenter l'entrée. Mais son objectif était ailleurs. S'entretenir avec Miss Honoria Blackwood, la 3e dame aperçue à la gare, et sans doute la plus énigmatique des 3. Honoria, grande et droite malgré ses 70 ans bien sonnés, portait une robe à motifs orientaux et une épingle en jade. Elle reçut Miss Marple avec un sourire presque théâtral et la fit asseoir près de la fenêtre. « Vous tombez à pic », déclara-t-elle. « Le Darjeeling est tout juste infusé, et Cordelia a sorti ses sablés préférés. » Miss Marple, tout en acceptant une tasse, se demandait déjà ce que cette femme au port altier pouvait bien vouloir cacher derrière tant de politesses cérémonieuses. Le thé à peine entamé, Honoria se lança dans une série d'anecdotes sur ses années passées en Inde coloniale. Elle parlait avec une aisance confiante, alternant souvenirs brillants et détails sinistres, comme si la mort était une vieille connaissance rencontrée entre 2 balles de charité à Madras. « Ah, Calcutta !» soupira-t-elle en posant sa tasse. « Nous avons perdu tant de gens ces années-là. La fièvre noire, bien sûr, mais aussi d'autres causes plus discrètes. » Miss Marple leva les yeux. « Discrète ? Empoisonnement, cher ami, » répondit Honoria avec un petit rire pincé. « Des épouses jalouses, des domestiques rusés, des héritiers impatients. Cela faisait partie du paysage. On disait que certains parfums pouvaient masquer l'odeur du curare. » Elle semblait prendre plaisir à choquer, mais Miss Marple ne s'en laissa pas compter. Ce genre de récit, trop volontiers livré, trahissait souvent un besoin de détourner l'attention, ou de la guider, subtilement, là où l'on voulait qu'elle aille. Et déjà, quelque chose dans le ton d'Honoria éveillait une dissonance. Après avoir évoqué plusieurs cas de décès mystérieux, Honoria se lança dans une description très précise, trop précise, d'une intoxication lente provoquée par un mélange de plantes, rare même en Inde. « Il s'agit d'une interaction, » expliqua-t-elle, « entre un extrait de digital et une substance présente dans certains thés noirs très corsés. Le cœur ralentit sans douleur, le souffle s'éteint doucement. On croit à une crise naturelle. » Miss Marple, sans ciller, posa sa tasse. « Vous avez assisté à un cas de ce genre ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Pas directement. Mais les journaux, vous savez.
Et j'ai toujours eu un faible pour les pharmacopées anciennes. Mon défunt mari collectionnait les ouvrages sur les poisons. Il trouvait cela culturellement fascinant. La vieille dame esquissa un sourire, mais Miss Marple sentit un frisson lui remonter dans la nuque. Car le docteur probable du décès de Madame Carradine, si celle-ci avait été exposée à une certaine variété de thé, et Honoria Blackwood venait, sans qu'on l'interroge, d'en faire une leçon improvisée. Le discours s'était fait plus décousu, et Honoria, entre deux gorgées de thé, évoquait à présent la fadeur des mœurs modernes et le manque de panache des femmes d'aujourd'hui. « Regardez cette pauvre Mrs. Carradine, dit-elle, presque distraitement. Une femme qui s'effondre à cause d'un simple thé. Cela en dit long sur la constitution des dames d'aujourd'hui. » Miss Marple, immobile, n'intervint pas. Mais ses pensées s'activèrent brusquement. À sa connaissance, aucune information officielle n'avait été diffusée concernant la cause présumée du malaise de Mrs. Carradine. Et surtout, rien n'avait été dit publiquement à propos du thé. « Vous l'avez connue » demanda-t-elle. « Mrs. Carradine ? Non, juste de vue. Une femme triste, fragile, vous savez ce genre de personnes qui sentent déjà la fin approcher. » Cette remarque, trop bien enveloppée dans le mépris, en disait plus long qu'elle ne voulait l'admettre. Honoria ne faisait pas qu'évoquer Mrs. Carradine. Elle la jugeait, comme on juge un pion qu'on a déplacé sur un échiquier. Et Miss Marple savait, par longue expérience, que ceux qui manipulent les autres sous prétexte d'observation ont souvent bien plus à cacher qu'ils ne veulent le faire croire. Le thé terminé, Miss Marple se leva poliment, remercia ses hôtesses et se dirigea vers la sortie. Elle feignit un détour par le jardin pour admirer les rosiers, mais son regard, toujours à l'affût, se porta vers la fenêtre latérale du salon. Là, à travers un rideau mal tiré, elle aperçut Honoria penchée sur la cheminée. Dans ses mains, une feuille pliée, que l'on reconnaissait aisément comme un papier à lettres, identique à celui vu sur la table basse, 1 heure plus tôt. Elle approcha le papier des flammes, le regard fixe, les traits soudains durs. La lettre s'enflamma lentement, consumée par le feu crépitant. Puis, comme pour s'assurer que rien ne restait, Honoria enfonça les cendres avec un tisonnier, les yeux brillants d'une étrange satisfaction. Miss Marple s'éloigna en silence. Elle n'avait vu ni l'entête, ni la signature. Mais elle avait vu bien plus que cela. Car une lettre que l'on brûle avec empressement, sans en parler à personne, est rarement une lettre anodine. Et la vérité, elle le pressentait, commençait enfin à apparaître sous les cendres. Il était commun, dans les villages anglais, que le thé serve de prétexte à la conversation, et parfois à des révélations d'une portée inattendue. Ce jeudi après-midi, Miss Marple s'était rendue chez Mrs. Simpkins, une veuve joviale qui compensait sa solitude par un bavardage sans fin et une générosité sans mesure en gâteaux secs. Autour d'une table ronde chargée de porcelaine fleurie, les dames discutaient des affaires locales. Le nouveau vétérinaire, la mésaventure de la laitière, et enfin, comme cela devait inévitablement arriver, les étranges événements survenus à la gare. « Je vous le dis, Jane, » déclara Mrs. Simpkins en servant une deuxième tasse. « Ces allers-retours coûtent bien plus cher qu'avant. À l'époque, on vous faisait un prix si vous reveniez dans la journée. Aujourd'hui, même l'aller simple vous vide la bourse. » Miss Marple acquiesça poliment, mais déjà, une idée se formait dans son esprit. Elle repensa aux 3 femmes du quai. Toutes étaient censées avoir prévu un retour dans la journée. Et pourtant, avaient-elles bien vu leurs billets? Avaient-elles seulement supposé qu'elles en avaient? C'était peut-être là qu'il fallait chercher. Dans une simple question de tarif, en rentrant chez elle, Miss Marple ouvrit son carnet, où elle notait parfois des détails en apparence anodins. Elle y retrouva un mot griffonné rapidement le matin du départ. Billet à la main, dame au chapeau noir. Cela concernait Madame Carradine. Mais pour les 2 autres femmes, aucun souvenir d'un billet visible. Elle se remémora la scène sous l'horloge. L'institutrice semblait nerveuse, mais sans sac de voyage apparent. Honoria, elle, tenait un porte-document, mais rien qui suggère un billet dans les mains. Et surtout, Miss Marple était sûre que la 3e dame, la plus ordonnée, avait consulté 2 fois son billet, le glissant ensuite dans son gant droit.
Mais si l'on supposait que l'une des femmes n'avait pris qu'un aller simple, cela changeait tout. Cela signifiait que cette personne n'avait jamais eu l'intention de revenir. Et dans une affaire où tout tournait autour d'une disparition et d'une valise maculée de sang, ce simple choix de billet prenait soudain un relief sinistre. Le lendemain matin, Miss Marple profita d'une course au bureau de poste pour faire un léger détour par la gare. Le chef de gare, M. Pritchard, était occupé à consigner les horaires dans son registre. Mais il accueillit la vieille dame avec le respect qu'on réservait aux figures bienveillantes et perspicaces du village. « Dites-moi, Pritchard, dit-elle d'un ton enjoué, les dames parties mardi matin. Vous souvenez-vous si leur billet était simple ou aller-retour » Le chef de gare, interloqué, consulta son registre. 3 billets émis, oui. Mais tenez, voilà qu'au foulard rouge n'a pris qu'un aller. Miss Honoria Blackwood, sans doute, murmura Miss Marple. Cela vous étonne demanda-t-il. Elle secoua doucement la tête. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle ait fait croire à tous qu'elle rentrait avant midi. Car si elle avait menti sur ce point, que dissimulait-elle d'autre? Miss Marple, de retour chez elle, se mit à réfléchir plus profondément à la signification de ce billet aller simple. La question ne se limitait plus à une question de prix, mais de préparation. Elle retourna à la gare l'après-midi, cette fois pour consulter directement les tickets compostés. Avec la complicité discrète du jeune agent Wilkins, elle put examiner les talons restants. 2 billets retour ont été utilisés, dit Wilkins, mais pas le 3e. Celui-ci, regardez, toujours intact. Il correspond à quel nom? Il n'y a pas de nom. Mais l'heure et le guichet indiquent que c'est celui de Mrs. Carradine. Elle seule avait un billet aller-retour, acheté la veille. Miss Marple soupira. Voilà qui confirmait ce qu'elle redoutait. Madame Carradine n'avait jamais pris le train, malgré les déclarations du chef de gare. Ou alors, quelqu'un avait pris sa place. Et si l'on considérait cette possibilité, une autre hypothèse, plus glaçante encore, prenait forme. Que Mrs. Carradine n'ait pas disparu après le départ du train, mais bien avant. En sortant du bureau de gare, Miss Marple s'attarda sur le quai, désert à cette heure. Le ciel était bas, et les dalles humides gardaient encore la trace de la pluie tombée la veille. Son regard s'arrêta soudain sur une marque étrange près du banc sous l'horloge. Une empreinte de chaussure féminine, fine, étroite, mais profonde, marquait la boue entre 2 pavés disjoints. Ce n'était pas là un passage fréquenté. Et l'empreinte n'avait pas été effacée par des allées et venues. Elle se pencha, l'observa longuement. Un talon assez haut, légèrement incliné. Elle se souvenait d'avoir vu Mademoiselle Vane porter ce genre d'escarpin. Mais rien ne disait qu'il lui appartenait. Suivant l'empreinte du regard, elle en découvrit une seconde, puis une 3e, toutes menant lentement vers la petite porte métallique conduisant à l'ancien local à bagages. Ce local, inutilisé depuis des mois, avait été condamné. Du moins, en théorie. Miss Marple s'en approcha. La serrure rouillée semblait intacte, mais lorsqu'elle posa la main sur la poignée, elle sentit une résistance, puis une soudaine faiblesse dans le loquet. La porte céda légèrement sous la pression. L'air à l'intérieur était rance, figé, et dans la pénombre, un objet brillait faiblement. Peut-être une boucle de sac ou un fermoir de valise. Elle referma doucement la porte, le cœur battant. Quelque chose ou quelqu'un avait été caché là, et les pas dans la boue menaient droit vers cette vérité enterrée. Par une matinée d'un calme ouaté, Miss Marple se rendit au cabinet du docteur Anstruther, prétextant un rhume tenace. Elle n'en avait nullement besoin, bien entendu. Mais elle savait que dans les petits villages, les confidences les plus précieuses se recueillaient souvent entre 2 auscultations. Le docteur Anstruther, un homme méthodique au regard bienveillant, l'accueillit avec sa chaleur habituelle. Tandis qu'il prenait son pouls avec un professionnalisme appuyé, elle glissa, d'un ton presque distrait. « Ce pauvre monsieur Carradine, je ne puis m'empêcher d'y penser. Une femme si calme, avait-elle des problèmes de santé particuliers ?» Le médecin hésita un instant. Elle prenait un traitement pour son cœur, rien d'alarmant. Une faible dose de digitaline, prescrite avec prudence,
Mais ces substances demandent un certain respect. Un rien suffit à faire basculer l'équilibre. Miss Marple hocha la tête, doucement. Elle n'en dit pas plus. Mais cette remarque, anodine pour d'autres, sonnait en elle comme une clé dans une serrure qu'elle devinait ancienne et bien huilée. Le docteur Anstruther, visiblement heureux d'avoir une oreille attentive, poursuivit sur un ton plus détaché. C'est une substance capricieuse, la digitaline. Elle renforce le rythme cardiaque, mais si elle entre en interaction avec certains alcaloïdes, comme la théobromine que l'on trouve dans les thés noirs trop forts, les effets peuvent être redoutables. Il s'interrompit, prenant un air soucieux. Bien sûr, tout dépend des doses, du terrain, mais j'ai toujours averti Mrs. Carradine de ne pas en consommer. Je lui avais même conseillé de se limiter à la camomille. Miss Marple remercia poliment, tout en se levant pour partir. Mais dans sa mémoire, une scène revint aussitôt, précise et silencieuse. Le matin à la gare, le banc sous l'horloge, et une tasse de thé que Mrs. Carradine avait prise avec un sourire poli, sans savoir peut-être qu'elle buvait un lent poison. Et soudain, ce thé, si banal, si anglais, devenait le cœur même du drame. En regagnant son cottage, Miss Marple repensa au geste tranquille de Mrs. Carradine ce matin-là. Elle tricotait, un peu nerveusement peut-être, mais sans signe de malaise. Puis les bien. Elle se souvenait distinctement de la porcelaine blanche, légèrement fêlée, et de l'odeur forte, âcre, qui s'en dégageait. Ce n'était pas un thé ordinaire, pas celui que l'on sert dans les salons coquets de Sainte-Mérimide. C'était un thé noir, puissant, aux feuilles longues et torsadées. Et si l'on considérait ce que le docteur venait d'indiquer, alors cette tasse offerte, ce geste si aimable en apparence, prenait une toute autre signification. Miss Marple connaissait trop bien les femmes pour croire que pareille attention était dénuée d'intention. Et à présent, elle se demandait, laquelle des deux autres dames avait préparé cette tasse? Le lendemain, sous prétexte de rendre un livre de recettes emprunté, un vieux volume de Mrs. Beeton sur les confitures, Miss Marple sonna à la porte de l'école où logeait encore mademoiselle Vane. L'institutrice, pâle mais toujours polie, l'invita à entrer. Miss Marple s'installa brièvement dans le petit salon. Son regard, apparemment distrait, balaya les rayonnages. Et soudain, son œil s'arrêta sur une boîte métallique, posée en hauteur sur une étagère de cuisine. C'était une boîte de thé, de celles que l'on commande par correspondance. Le nom, écrit en lettres dorées à demi effacées, était familier. Gopaldara, First Flush, Assam noir fort. Une variété puissante, polisée pour son arôme corsé, et sa teneur élevée en théobromine. « Oh, dit Miss Marple, vous buvez ce thé-là? Il me semble fort pour une jeune femme seule. »« C'est un reste de chez ma tante, » répondit mademoiselle Vane rapidement. « Je ne m'en sers guère. » Elle détourna le regard, et Miss Marple, d'un sourire aimable, changea de sujet. Mais le détail était là. Et dans cette maison, à quelques mètres de la tasse funeste, se trouvait peut-être l'origine même du drame. Avant de partir, Miss Marple demanda à consulter un dictionnaire qu'elle avait aperçu dans la pièce voisine. Mademoiselle Vane, prise au dépourvu, alla le chercher dans l'autre pièce. Pendant ce bref instant d'absence, Miss Marple se leva avec précaution et s'approcha de l'étagère. Elle prit doucement la boîte de thé entre ses mains. Le couvercle était un peu usé, le métal froid. Et surtout, elle constata un détail troublant. L'étiquette d'origine, celle qui indiquait les instructions de dosage, avait été arrachée proprement. Il ne restait qu'un carré collant à demi effacé. Pourquoi vouloir effacer la posologie? Pourquoi cacher qu'il fallait infuser ce thé à une certaine température, en dose précise? À moins qu'on ait voulu ignorer délibérément les avertissements pour rendre l'infusion plus concentrée. Miss Marple reposa la boîte avec soin, le visage impassible. Lorsqu'elle retrouva l'institutrice, elle lui sourit avec douceur, comme si elle n'avait rien vu. Mais en elle, la conviction s'installait. La vérité était là, enfouie dans une boîte ordinaire, comme tant de drames que l'on masque derrière les apparences. Et bientôt, elle saurait qui avait préparé ce thé. Et pourquoi? Ce fut une décision inhabituelle mais non sans élégance. Ce matin-là, Miss Marple fit parvenir, par l'intermédiaire de Léonard, le garçon de course de la poste,
une brève invitation manuscrite à chacune des personnes concernées par les événements du quai de gare. Elle priait, avec toute la courtoisie qu'elle savait employer, Mademoiselle Vane, Mesdames Edgecombe, le chef de gare, le docteur Anstruter, ainsi que l'inspecteur Mullins, de se rendre à la salle d'attente de la petite gare de St. Mary Mead à 11 heures précises. Ni plus tôt, ni plus tard. Elle n'offrait aucune explication, mais laissait entendre qu'il y serait question de vérité et de justice, deux choses que notre cher village mérite encore, malgré les apparences. Lorsque Miss Marple arriva, vêtue de son manteau gris pâle et coiffée de son éternel chapeau de feutre, tous les visages s'étaient déjà tournés vers elle, avec plus ou moins de bienveillance. Certains semblaient inquiets, d'autres curieux. Quelques-uns, comme Mademoiselle Vane, conservaient un masque de parfaite maîtrise. « Merci d'être venu, dit-elle simplement. Ce ne sera pas long. » Elle prit place sur le banc du fond, sortit une feuille soigneusement pliée de son sac à main et croisa les mains. Derrière elle, l'horloge de la gare égrenait les secondes. Mais pourquoi cette convocation soudaine? Quel lien cherchait-elle à faire apparaître entre eux tous? Et surtout, qui redoutait le plus ce qu'elle allait dire? Le silence s'était installé dans la salle comme une poussière invisible, pesante, lente à retomber. Chacun évitait de croiser le regard de l'autre. Seule l'horloge murale, obstinée, semblait battre le rappel des minutes perdues. Madame Vane observait une fissure dans le carrelage. Le chef de gare se raclait discrètement la gorge. Madame Edgecombe tapotait son sac en cuir d'un doigt agacé. L'inspecteur Mullins, debout près de la porte, semblait se demander pourquoi il avait accepté cette mascarade, même s'il savait, au fond, que Miss Marple n'agissait jamais sans raison. La vieille dame gardait les yeux fixés sur sa feuille. Elle la relisait sans doute, ou pesait les mots. Personne ne parlait, comme si la page chacun comprit, sans qu'elle ait à prononcer encore une phrase, que quelque chose allait être révélé. Non pas brutalement, mais comme le fil d'une tapisserie que l'on tire patiemment jusqu'à ce que tout le motif apparaisse. Il ne restait plus qu'à attendre, et à savoir qui, dans ce cercle silencieux, verrait ces gestes anodins devenir des preuves accablantes. « Permettez-moi de commencer par ce que j'ai vu », dit Miss Marple d'un ton doux mais ferme. Car souvent, ce que l'on croit sans importance devient, à la lumière des faits, profondément révélateur. Elle déroula une petite chronologie, notée de sa main, et chacun se tendit légèrement. Ce matin-là, Mrs. Carradine est arrivée à la gare peu après 8h30. Elle portait une écharpe rouge, tricotée à la main, et semblait légèrement nerveuse, bien qu'en apparence tout à fait sereine. Mademoiselle Vane et Mrs. Edgecombe l'attendaient déjà sur le quai. Le train de 9 heures devait les emmener toutes trois à Eastbourne. Elle marqua une pause, puis poursuivit. C'est alors que Mrs. Carradine a accepté une tasse de thé que lui a offerte l'une de ses compagnes. Thé noir, fort, bien infusé. Elle en a bu quelques gorgées. L'inspecteur s'agita légèrement. Mais Miss Marple, imperturbable, continua. Selon le docteur Anstruter, une interaction entre ce thé et le médicament à base de digitaline qu'elle prenait pouvait provoquer une crise aiguë. Or, ce jour-là, Madame Carradine ne remonta jamais dans le train de retour. Et je me suis demandé pourquoi. Elle sortit alors de son sac 3 tickets, soigneusement conservés. Voici les billets. 2 allers-retours validés et un simple aller. Devinez lequel appartient à la défunte. Elle n'avait pas prévu de revenir. Un murmure courut dans la pièce. Mademoiselle Vane devint pâle. J'ai consulté le chef de gare. 2 retours ont été utilisés. Un billet, celui de Madame Carradine, ne l'a pas été. Mais il s'agit d'un aller simple, acheté au guichet par une autre personne, en son nom. Elle leva les yeux. Et pourquoi, pensez-vous, Mademoiselle Vane, avoir arraché l'étiquette de dosage de votre boîte de thé noir? Le silence fut total, car vous saviez, et vous comptiez sur ce que le hasard fait si bien passer pour une défaillance naturelle. Dans le lointain, un train siffla. Miss Marple replia son papier. Il ne restait plus qu'à comprendre pourquoi. Miss Marple redressa légèrement le menton, ses yeux pâles brillants de lucidité. Elle tenait entre ses doigts fins un petit rectangle cartonné, usé sur les bords.
Voici le billet aller simple, dit-elle d'une voix posée. Il fut acheté le matin même, à 8h10, pour Madame Carradine. Ce fait est confirmé par Monsieur Hargreaves, notre chef de gare. Elle tourna un instant le regard vers lui, et l'homme acquiesça, un peu raide, conscient que son rôle dans cette affaire était plus que secondaire, mais désormais inévitablement exposé. Pourtant, poursuivit-elle, Madame Carradine affirmait vouloir revenir dans la journée. Elle avait dit à Mrs. Edgecombe qu'elle souhaitait consulter une couturière à Eastbourne et revenir pour le déjeuner. C'est cette dernière qui proposa de lui acheter le billet, prétextant une file trop longue au guichet. Mais voyez-vous, c'est un aller simple. Elle laissa planer un silence avant d'ajouter presque doucement. Un aller simple acheté pour quelqu'un qui prétend vouloir revenir. Cela ne s'accorde guère. Sauf si la personne qui l'achète sait qu'il n'y aura pas de retour. Un souffle parcourut la salle d'attente. Mrs. Edgecombe détourna les yeux. Et le billet n'a pas été utilisé pour un retour. Il est resté dans la poche de son manteau, intact. Miss Marple repose le carton sur ses genoux. Si nous suivons le fil de la logique, cela signifie que la disparition de Mrs. Carradine n'était ni un accident, ni une fuite, mais une certitude bien organisée. Quelqu'un avait planifié son absence définitive, et ce, dès l'achat du billet. Mais ce billet, apparemment banal, n'avait-il pas encore plus à révéler, une fois associé à la tasse de thé? Miss Marple croisa les mains, comme si elle tricotait les derniers points d'une vieille étoffe dont elle seule connaissait le motif. Vous vous souvenez tous de cette tasse de thé, offerte sur le quai par Mademoiselle Vane à Mrs. Carradine? Je l'ai vue moi-même tendre la tasse, avec une gentillesse que je n'ai jamais doutée, jusqu'à ce que je remarque deux choses. Elle laissa passer une seconde. D'abord, la boîte de thé noir que j'ai aperçue chez elle, sur l'étagère, était de marque étrangère, assez rare. Une importation indienne, très corsée, avec une concentration élevée de théobromine. Ensuite, l'étiquette contenant les instructions de dosage avait été soigneusement retirée. L'inspecteur Mullins fronça les sourcils. « Et alors ?»« Alors, répondit Miss Marple, il faut se souvenir de ce que m'a dit le docteur Hans Strutter. La digitaline, médicament prescrit à Mrs. Carradine, peut provoquer une crise grave, voire fatale. » Elle marqua une pause et conclut. « Seule Mademoiselle Vane a manipulé la théière ce matin-là. Et pourtant, ce n'est pas elle que je soupçonne d'avoir voulu tuer. » Un murmure parcourut la salle. La confusion se lisait sur les visages. Oui, la tasse était fatale. Mais le poison ne visait pas la femme qui l'a bu. Alors, qui était la véritable cible de cette tasse si bien préparée? Lentement, Miss Marple releva la tête, son regard se posant non sur Mademoiselle Vane, ni sur Honoria Wills, dont l'excentricité avait éveillé tant de soupçons, mais sur une autre figure, restée en retrait jusque-là. « Non, dit-elle doucement, ce n'est ni l'institutrice, ni l'excentrique amie de jeunesse. C'est vous, Madame Edgecombe. » La femme tressaillit, comme prise d'un courant froid. Ses yeux d'ordinaire vifs se firent ternes. Car Mrs. Carradine n'était pas la cible. Ce matin-là, sur le quai, ce sont vos habitudes que l'on a observées. Votre tasse habituelle, votre thermos, toujours identique, sauf ce jour-là. Vous avez laissé à Mademoiselle Vane le soin d'offrir le thé, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Miss Marple poursuivit, comme récitant une comptine ancienne. Vous buvez toujours du thé vert, je le sais. Mais ce matin-là, vous avez accepté une tasse de thé noir. Sauf que cette tasse, justement, n'était pas pour vous. Vous avez échangé les tasses à la dernière seconde. Elle fixa la femme. Sauf que Madame Carradine, polie mais distraite, a bu la mauvaise. Un frisson parcourut les bancs de bois. L'inspecteur Mullins s'approcha d'un pas, mais Miss Marple leva la main. Ce n'était pas un meurtre au sens habituel. C'était une vengeance mal orientée, une erreur de cible. Et pourtant, une erreur, qui en dit long. Mais pourquoi donc Mrs. Edgecombe avait-elle voulu administrer une telle sentence? Et à qui devait-elle vraiment s'adresser? Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était un passé enfoui qui remontait enfin à la surface. Miss Marple soupira doucement.
La lumière de midi caressait les rideaux de la gare comme pour atténuer la violence des révélations. Madame Edgecombe, née Anjali Devi, vous avez vécu à Calcutta en 1923. Là-bas, votre sœur a été séduite puis abandonnée par un homme de passage, sous un nom anglais. Elle en est morte de honte. Et vous, jeune femme de chambre alors, vous avez retenu un seul nom. Caradine. Elle s'interrompit un instant. Vous avez suivi la piste, lentement, avec une patience redoutable. Ce n'est que bien plus tard, en Angleterre, que vous avez appris l'existence de Madame Caradine. Mais ce n'était pas elle. Le vrai coupable était son mari, mort depuis longtemps. Et elle, pauvre veuve, ignorait tout. Mrs. Edgecombe ferma les yeux. Vous aviez préparé votre vengeance comme on brode un motif, point après point, avec précision. Un silence enveloppa la salle d'attente. Le crime parfait, disait-on. Mais rien n'est parfait. Surtout pas lorsque l'on oublie que Miss Marple boit toujours son thé sans sucre, mais jamais sans attention. Le soleil de fin d'après-midi filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle du salon de thé, dessinant des ombres délicates sur les nappes amidonnées. Miss Marple, installée près de la fenêtre, achevait discrètement un rang de son tricot. Le fil bleu pâle glissait entre ses doigts avec une régularité paisible, presque méditative. Face à elle, le vicaire s'assit, un peu essoufflé mais comme toujours, impeccablement vêtu, son journal plié sous le bras. Il jeta un œil aux pâtisseries exposées sous cloche, puis s'intéressa davantage à la théière fumante. « Une après-midi bien tranquille », dit-il avec un sourire prudent. « En apparence, » répondit Miss Marple d'un ton doux, « mais les eaux calmes recouvrent parfois les secrets les plus profonds. » Elle leva les yeux vers la place, où les passants semblaient vaquer à leurs habitudes, comme si rien n'avait été perturbé. Pourtant, dans les plis discrets de ses routines, se tissaient encore les derniers échos d'un drame. Le vicaire se servit une tasse, puis demanda « Vous avez eu raison, une fois de plus, Miss Marple. Mais vous saviez, depuis quand ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle observait la buée sur la vitre, comme si elle y discernait une dernière pièce du puzzle. « Ce genre d'histoire, » dit lentement le vicaire, « laisse toujours une impression persistante, comme un parfum qu'on ne parvient pas à nommer. » Miss Marple hocha la tête, attentive aux frémissements de la théière, au tic-tac discret de l'horloge murale. « Les gens ne réalisent pas, » murmura-t-elle, « à quel point ce qu'ils omettent de dire est plus révélateur que ce qu'ils expriment. Le silence d'un témoin, le geste évité d'une main, un regard qui fuit une simple question. » Elle laissa sa phrase en suspens, puis piqua une nouvelle maille sur son tricot. Honoria Wills, par exemple. Tout le monde l'accusait à mi-mot. Mais elle parlait trop. Une personne véritablement coupable parle peu. Ou mal. Elle s'efface. Le vicaire acquiesça. Et Mademoiselle Vane? Une femme droite, mais manipulée. Ce sont les cœurs blessés qui deviennent les plus dociles aux intentions des autres. Elle croyait protégée, sans savoir doucement dans leur tasse. Et vous, Miss Marple, que ressentez-vous lorsque la vérité finit par éclore? Elle sourit doucement. La vérité n'était jamais aussi pure qu'on l'imaginait. Mais elle avait le mérite d'éclairer l'obscur. Miss Marple souleva légèrement son ouvrage et le montra au vicaire, non sans une certaine malice discrète. « Voyez-vous, cher ami, résoudre une affaire est très semblable à réaliser un point de dentelle. Il y a une rigueur à suivre, mais aussi une intuition. Si un fil s'égare, si une tension est trop lâche, cela finit toujours par trahir l'ensemble. » Elle fit glisser les mailles, une à une, les yeux fixés sur le motif. Dans cette histoire, la vengeance fut brodée avec une extrême patience. Chaque détail, le billet, la tasse, les horaires, était soigneusement posé, comme un fil de soie sur une toile ancienne. Mais l'âme humaine, elle, n'est pas aussi régulière que la dentelle. Le vicaire se pencha légèrement. Et quel fut, selon vous, le fil qui a cédé? Le billet, bien sûr, mais aussi le regard. Celui que Mrs. Edgecombe évitait de poser sur le portrait de feu Monsieur Caradine dans le hall du presbytère. Trop de mémoire, ou trop de honte. Elle avait cru réparer l'injustice,
Mais elle n'a fait que prolonger la douleur. Elle posa son tricot sur la table. Il faut une main calme pour broder. La colère tremble, et l'aiguille dévie. C'est ainsi que la vérité perce, dans ces petites irrégularités que personne ne regarde. Sauf peut-être une vieille demoiselle qui a beaucoup observé les rideaux mal repassés et les ourlets mal faits. Le vicaire sourit, pensif. Une leçon morale, dissimulée dans un point de croix. Et vous n'avez jamais envie de poser vos aiguilles? Jamais, dit Miss Marple avec calme. Le monde n'en a pas fini de tirer les fils. Et moi, je les vois mieux que d'autres. La lumière déclinait lentement sur St. Mary Mead, baignant les murs de teintes dorées. Miss Marple replaça son tricot dans son sac, rangeant les aiguilles comme on referme un chapitre. La vengeance, dit-elle doucement, est une chose bien ancienne, plus ancienne encore que la justice. Le vicaire hocha la tête, silencieux. Mais elle ne guérit rien, elle fige. Elle empêche le fil de reprendre son cours naturel. Et parfois, elle se trompe de cible, comme une brodeuse trop pressée qui pique l'aiguille dans le mauvais nom. Elle se leva avec grâce. Le temps, lui, finit toujours par révéler ce qui a été caché. Pas tout de suite, parfois des années plus tard. Mais les fils tirés de travers finissent toujours par tendre la toile. Le vicaire, debout à son tour, lui tendit son manteau. Vous avez cette capacité, Miss Marple, à voir l'erreur là où nous ne voyons qu'un motif décoratif. Pratique du monde. Elle sortit du salon, discrète et droite, laissant derrière elle l'arôme du thé, une leçon de morale et un silence pensif. Le dernier fil a été noué, et le motif, enfin révélé, laisse entrevoir non seulement un crime, mais une âme blessée, longtemps silencieuse. Miss Marple, dans sa sagesse tranquille, ne juge jamais trop vite, car derrière chaque acte, il y a une histoire cousue de douleur, de rancune ou de solitude. Mais vous, croyez-vous que le passé puisse vraiment se taire à jamais? Dites-le moi en commentaire, si le cœur vous en dit. Et si cette histoire vous a touché, vous pouvez l'aimer, la partager ou vous abonner pour d'autres murmures de vérité.